Merci Manuel Valls de nous avoir rejoint. Vous êtes député socialiste d'Evry, je le disais au début de l'émission, maire donc de la commune, dans l'Essonne. Vous êtes un peu l'homme qui monte au PS et l'homme qui agace aussi, parce que votre blairisme à la française, ça en agace certains. Votre libéralisme socialiste, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors vous êtes né à Barcelone. Ce genre de communauté gitane, vous l'avez connu très bien. Comment vous lisez ça, le fait qu'au bout de, parce qu'ils sont là depuis le 14e ou le 15e siècle, je crois, à Perpignan, qu'on en soit toujours à avoir ce ghetto? Ça tient à eux ou ça tient au reste de la population qui n'a pas envie tellement de les accueillir? Il y a une spécificité de la communauté gitane. Il y a toujours d'ailleurs une méfiance dans nos sociétés occidentales vis-à-vis des gitans, des nomades, des gens du voyage. Le problème, c'est que ces communautés qui avaient un mode de vie très particulier, qui fonctionnaient presque en autarcie, ont explosé face à la modernité, face à la mondialisation. Ces métiers aujourd'hui débouchent sur rien, et donc il y a une ghettoisation, un appauvrissement, un affadissement même des valeurs culturelles. Et donc ce sont des ghettos, mais des ghettos pauvres, et qui, on l'a vu, il y a les entretiens, parce qu'on reconstruit un quartier avec des logements sociaux, mais c'est quasiment uniquement pour eux, parce que dans l'école, les classes sont séparées, parce qu'il y a des classes uniquement pour les gitans. Est-ce qu'effectivement on entretient ce genre de choses? Sans doute, là c'est un problème très particulier, évidemment on peut peut-être pas le comparer à d'autres problématiques autour de la question de la ghettoisation, mais c'est vrai que c'est assez choquant de voir des classes spécifiques et qui surtout sont, semble-t-il, des impasses pour cette jeunesse. Alors est-ce que ça veut dire que globalement on a un problème avec la différence en France? Incontestablement, oui. On a du mal à assumer cette différence, et reconnaissons qu'en plus notre pays progressivement a organisé, qu'on veuille ou non, une forme de ségrégation territoriale, sociale, ethnique même, qui a exposé la figure du pays avec les émeutes de banlieue ou de quartiers populaires. D'ailleurs, on ne sait même pas très bien comment déterminer ces quartiers. Ce sont des quartiers populaires. Comme un phénomène effectivement de ghettoisation, de communautarisation, d'identité de ces communautés-là. On parle des banlieues, on parle de... tout à l'heure on parlait des bandes de noirs, c'est un peu ça? Ben, il y a toujours eu des banlieues, c'est là où on reléguait les plus pauvres. La communautarisation, la recherche d'une identité, ça vient après la ghettoisation. C'est souvent d'ailleurs une réponse à un problème d'identité, parce que quand on parle des banlieues qui ont explosé à la figure du pays il y a 2 ans, on parle d'une majorité de Français, de jeunes Français qui se sentent rejetés, qui d'ailleurs connaissent pas forcément la culture d'origine de leurs parents, qui ne se sentent pas évidemment ou maliens ou algériens ou sénégalais ou marocains, mais qui ont le sentiment de ne pas être tout à fait français, donc ils recherchent une autre identité. Quand on parle de dérive communautaire, c'est un affrontement dont on joue, ou c'est jamais effectivement qu'une volonté de chacune de ces communautés de se replier sur elle-même? Je crois qu'il n'y a pas de volonté manifeste, par exemple, des plus pauvres de se retrouver entre eux, la jeunesse issue de l'immigration, de vivre dans ces quartiers. C'est parce qu'elle vit dans ces quartiers, parce qu'il y a eu cette ghettoisation. Moi j'ai souvent employé le mot même d'apartheid territorial et social, qu'il y a une recherche d'identité par la violence, par la religion, par les modes vestimentaires. Alors il y a une forme de culture qui se crée avec des aspects heureusement très positifs, parce que c'est aussi un enrichissement, mais évidemment quand il y a ghetto social et territorial, ethnique également, on crée les conditions d'une véritable explosion, et au fond on défait progressivement notre pays, on défait la France, qui n'a jamais accepté de vivre. Oui, il y a un risque, parce que... De fragmentation, parce que la construction de la France, c'était pas ça, c'était au fond l'assimilation à travers la langue, l'école, parfois la religion, mais en tout cas les valeurs de la République dans lesquelles on se retrouvait, on partageait quelque chose. L'ascenseur social fonctionnait. Aujourd'hui, comme tout cela ne fonctionne pas, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite on ait cette fragmentation, pour reprendre votre expression. Je vais reprendre justement, reciter quelques chiffres, puisqu'on parle d'inégalité de niveau de vie à travers tout ça, et de différenciation sociale entre ces quartiers, ces zones géographiques où l'on est installé. On en parlera tout à l'heure avec un économiste. Mais justement, sur ces différences de niveau de vie, il y a un rapport de l'INSEE qui vient de sortir la semaine dernière et qui nous annonce que les inégalités se creusent à nouveau en France. Elles avaient tendance à se combler, les écarts avaient tendance à se combler, et en fait ils se creusent. Il y a environ 7 millions de pauvres en France. Il y a des gens qui sont en dessous de 817 € par personne et par mois. Et il faut savoir que 50% de la population concentre 93% du patrimoine. Ça ne paraît pas énorme, mais ça veut dire qu'il y en a 50% d'autres qui se partagent 7% du patrimoine. Et puis un dernier chiffre, eh bien, il faut savoir qu'entre 98 et 2005, c'est-à-dire en l'espace de 7 ans, eh bien, quand les revenus des Français progressaient de 6%, eh bien, les revenus des 3500 ménages français les plus riches progressaient de 43%. Autrement dit, s'il y a des différences,
elles auraient tendance à s'accentuer encore. Est-ce que c'est ça, vous allez me dire oui j'imagine, la vraie césure en France? C'est une des césures, et ce qui crée un sentiment de frustration et d'injustice, quand les plus riches deviennent encore plus riches et les plus pauvres s'appauvrissent, y compris dans des moments de croissance, eh bien il y a un sentiment de frustration, de révolte. Vous le sentez, vous à Évry? Ça se dit, ça s'entend? On le voit tous les jours, évidemment, un sentiment de frustration, y compris de la part des classes moyennes, qui ont le sentiment d'être pénalisées par l'impôt local qui est profondément injuste, par les charges, la hausse des prix, la question du pouvoir d'achat, et quand ils voient en même temps qu'il y a de la richesse dans notre société, il y a de la révolte. Mais avant, cette révolte, elle se traduisait de manière politique. On votait communiste, il y avait une contre-société, on acceptait l'organisation au fond de cette société. Maintenant, non, il n'y a plus rien, il n'y a pas de débouché politique, on a le sentiment qu'on a prise sur rien, que les inégalités se creusent, que l'école ne permet pas de monter dans cet ascenseur social. Les parents aujourd'hui sont inquiets parce qu'ils ont le sentiment que leurs enfants vont pas avoir un métier, vont vivre moins bien qu'eux. Et donc c'est ce sentiment de frustration qui fait que le modèle français et le modèle d'intégration français ne fonctionnent plus. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à nos questions ici à l'Assemblée. Vous n'êtes pas venu puisque c'est votre maison, puisque vous êtes député. Mais puisqu'on parle de ce communautarisme et de l'effet qu'il peut avoir sur une France qui serait, à vous entendre, assez inquiétante dans la façon qu'elle a de remuer et d'être secouée par ces mouvements sociaux, eh bien on est allé voir ce qui se passait du côté de la Belgique.